Je suis Nathalie Lazerovic, médecin addictologue à l'hôpital suburbain du Bouscat et je suis également enseignante à l'université de Bordeaux. De nombreuses personnes déjà malades du tabac restent aux prises avec cette addiction et souvent ce n'est pas vraiment compris par les professionnels de santé ni par elles-mêmes d'ailleurs. On leur parle d'avoir la volonté, de prendre en compte les risques du tabagisme, de faire des choix pour leur santé. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces personnes sont en grande difficulté. Je me souviens d'un patient qui me disait « Personne n'imagine la souffrance que c'est d'être malade du cœur et d'être obligé de continuer à fumer. » Et donc ça m'amène à rappeler la définition de l'addiction, ce que c'est finalement la perte de la liberté de s'abstenir de consommer. C'est une maladie de la liberté, finalement. Et ce qui signe l'addiction, c'est le craving, c'est cette pulsion à consommer, c'est l'envie envahissante contraire à la volonté. Donc on voit qu'il n'est pas tant question de volonté, la personne voudrait s'arrêter de fumer, voudrait faire autrement, mais elle ne le peut pas. L'addiction au tabac est même la plus ancrée de toutes les addictions, plus forte que l'addiction à l'héroïne ou que à la cocaïne, et bien plus forte que l'addiction au cannabis ou à l'alcool. Et ceci est dû à deux raisons. La première, c'est la cinétique d'absorption de la nicotine. Il n'y a pas plus rapide, elle arrive en quelques secondes au cerveau, versus par exemple l'héroïne qui met 1 minute via les circuits sanguins pour atteindre les récepteurs cérébraux. Et donc, il n'y a pas plus rapide que la nicotine. La deuxième chose qui est peut-être moins bien connue, c'est la dualité des effets psychiques du tabac. Notamment l'effet paradoxal à la fois dépressogène et antidépresseur de la fumée de tabac. Dépressogène parce que l'oxyde de carbone et les hydrocarbures vont abîmer les zones fragiles de l'humeur en inhibant en quelque sorte le renouvellement des neurones dans cette zone et toute personne qui fume va être à tendance dépressive. Mais au moment où on inhale la fumée, on inhale des substances antidépressives présentes naturellement dans le plant de tabac. Donc, certains chercheurs ont même estimé que ce phénomène était plus encore en cause dans l'addiction au tabac que la nicotine elle-même. Il y a deux autres aspects. Le tabac est également à la fois anxiogène et à la fois relaxant. Anxiogène parce que la nicotine va déréguler les zones de gestion des émotions, les zones cérébrales de réponse au stress, et donc la personne qui fume est constamment plus anxieuse que si elle ne fumait pas. Par contre, au moment où elle consomme la cigarette, elle va inhaler une nicotine qui va avoir une action relaxante musculaire, et donc détendante, mais physique. Et par ailleurs, les mouvements inspiratoires et expiratoires qui sont liés à la consommation de tabac vont être apaisants. C'est la base de la sophrologie, de la relaxation, et donc c'est bien connu. Et puis le fait de s'octroyer quelque chose, de s'autoriser quelque chose qu'on désire, est en soi apaisant, rassurant. J'ai une patiente de 40 ans qui me disait avec les problèmes que je vis actuellement au quotidien, fumer, eh bien, c'est la seule chose où j'obtiens. Alors, il faut bien comprendre que finalement le tabac est un faux ami et un faux allié qui restaure le temps d'une cigarette, les déficits chroniques qu'il induit en permanence. Et je me souviens d'une personne de 65 ans, insuffisante respiratoire, qui a été sous oxygène la nuit et qui me dit lors de sa première consultation pour son premier sevrage tabac, elle me dit même en pleurant, « Vous comprenez, je fume pour survivre. » Et oui, nous devons comprendre que sans cette béquille devenue indispensable sur un cerveau malade du tabac, cette patiente pensait s'effondrer. Alors bien sûr, les personnes fortement dépendantes et même l'ensemble des personnes dépendantes au tabac peuvent être aidées et doivent être aidées. En premier lieu,
en les déculpabilisant, en leur permettant de comprendre les tenants et aboutissants de leur addiction. Pourquoi finalement est-on si accro au tabac, et ce, malgré soi, hein. Leur permettre de comprendre qu'elles ne sont pas coupables de leur tabagisme, mais victimes de leur tabagisme. La deuxième des choses, c'est qu'on va tenter d'accroître leur sentiment de capacité. Et ça dépend du thérapeute. Les professionnels pensent bien faire en exposant à la personne les bénéfices qu'elle aurait à arrêter de fumer à terme. Moins de toux, plus d'années de vie, moins de risques cardiovasculaires. En réalité, ce dont la personne a besoin, c'est de savoir comment elle va faire face au quotidien sans tabac. Et donc, pour accroître ce sentiment de capacité, on a deux leviers essentiels. Le premier, c'est de proposer à la personne une démarche progressive, parce que l'arrêt brutal est quand même trop violent pour ces personnes, et il vaut mieux leur donner une perspective de plusieurs semaines pour parvenir à l'abstinence totale. Voilà, c'est à leur rythme, de façon plus confortable, plus tranquille et finalement plus rassurante. Le deuxième élément, c'est d'ajuster un traitement qui soit parfaitement adapté. Trop souvent, on s'en tient par exemple à un patch si on a une substitution nicotinique. Mais parfois il en faut 2, parfois il en faut 3, parfois il faut aussi adjoindre des substituts oraux ou switcher vers des thérapeutiques médicamenteuses comme le Champix, la varénicline, ou même une bithérapie entre patch et varénicline. Donc tout ça va permettre d'accroître la perception qu'a la personne de sa capacité à sortir du tabac. Et puis je rajouterai une dernière chose, c'est la coopération entre les professionnels. Parce que ce patient, il va être entouré de son médecin généraliste, de médecins spécialistes, des infirmières, des kinés. Kiné respiratoire par exemple. Et il est très important que tous les professionnels aient le même discours et transmettent des messages homogènes. Eh bien, la première des choses, c'est de leur demander si elles se sont faites aider ou si elles ont agi seules. C'est la première des choses et ça fait toute la différence. Si elles ont demandé de l'aide, est-ce qu'elles ont bénéficié d'un traitement de soutien pharmacologiques, notamment les substituts nicotiniques ou bien le Champix, la varénicline. Si c'est le cas, est-ce qu'on leur a proposé une démarche progressive? Parce que comme on disait juste avant, c'est tout de même plus sécurisant pour la personne de s'aventurer pas à pas avec une réduction sous traitement. Et si on leur a proposé cette démarche, qu'elle s'est fait aider, est-ce qu'elle a réellement été accompagnée? L'accompagnement, c'est vraiment lui proposer des rendez-vous itératifs afin d'évaluer l'évolution de la consommation, de réajuster le traitement, mais aussi de lui redonner confiance, de l'encourager, de la féliciter sur le chemin parcouru. Et finalement, s'ils ont rechuté, c'est exactement les mêmes questions. Avec une question supplémentaire, est-ce que la durée de traitement était suffisamment longue? Parce que trop souvent, les personnes arrêtent leur traitement pensant s'en être sorties et en finir avec tout ce qui a trait au tabac, et donc arrêtent trop vite leur traitement. Et c'est là où se produisent les rechutes. Mais bon, finalement, même si l'accompagnement a été bien fait, qu'ils ont pris leur traitement suffisamment longtemps, que tout va bien, même au bout d'1 an ou 2, il peut survenir une rechute parce que, non pas parce que la personne a encore des pulsions à fumer, mais parce que, au contraire, elle pense être complètement sortie du tabac, ne plus avoir envie, pouvoir gérer, être plus fort que le tabac et pouvoir reprendre une cigarette comme ça lors d'une soirée de manière occasionnelle. Et se produit la rechute. Mais il faut dédramatiser parce que c'est, voilà, même si ça arrive, au contraire, la personne en retire un enseignement et sera mieux armée pour la nouvelle tentative.